Imaginez un pays qui bat sa propre monnaie, emploie une banque centrale, imprime des billets par millions et pourtant, 9 francs sur 10 dans les coffres de ces banques ne sont pas les siens. Imaginez une nation qui exporte pour des dizaines de milliards de dollars de cuivre et de cobalt chaque année, mais dont les citoyens préfèrent cacher leurs économies sous forme de billets verts américains plutôt que dans la monnaie nationale. Imaginez enfin une économie où le simple fait d'acheter du pain, de payer son loyer ou d'obtenir un crédit bancaire se fait dans la devise d'un pays situé à plus de 10 000 km de là. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité quotidienne de la République démocratique du Congo en ce début d'année 2026. Avec un taux de dollarisation des dépôts bancaires oscillant entre 87,6% et 92% selon les derniers chiffres de la Banque centrale du Congo et du Fonds monétaire international, la RDC figure parmi les économies les plus dollarisées au monde. Concrètement, cela signifie que dans le système bancaire congolais, sur chaque tranche de 100 $ déposés, moins de 10 sont en francs congolais. Pire encore, 97% des crédits accordés aux entreprises et aux ménages sont libellés en devises étrangères, principalement en dollars américains. Cette situation soulève une question aussi simple qu'inquiétante. Que se passerait-il si le dollar américain s'effondrait brutalement? Que deviendrait l'économie congolaise, dont la quasi-totalité des transactions financières, des prix affichés dans les supermarchés et des contrats de location dépendent d'une monnaie sur laquelle Kinshasa n'a strictement aucun contrôle? En cas de crise monétaire mondiale, de décision unilatérale de la Réserve fédérale américaine ou de choc géopolitique majeur, l'économie congolaise pourrait-elle résister ou sombrerait-elle dans le chaos entraînant avec elle l'épargne, les emplois et le pouvoir d'achat de millions de Congolais? Aujourd'hui, dans cette édition d'Inside News Review, nous plongeons au cœur d'un débat qui concerne chaque Congolais, la dédollarisation. Est-elle possible? Est-elle souhaitable? Et surtout, quels sont les véritables dangers de cette dépendance structurelle à une monnaie étrangère? À travers une analyse rigoureuse des données macroéconomiques récentes, des audits du secteur minier et des expériences internationales de pays confrontés aux mêmes défis, nous allons décortiquer les mécanismes de cette servitude monétaire, identifier les leviers d'action disponibles et mesurer la distance qui sépare les discours politiques de la réalité du terrain. Restez avec nous, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de la souveraineté économique du Congo. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord regarder les chiffres en face, sans détour ni euphémisme. À la fin du mois de novembre 2025, les dépôts bancaires totaux en République démocratique du Congo s'élevaient à environ 15,7 milliards de dollars américains en équivalent. Sur ce montant colossal, seulement 12,4% étaient libellés en francs congolais. Autrement dit, 87,6% des dépôts reposaient en devises étrangères, essentiellement le dollar américain. Ces pourcentages révèlent une réalité concrète. Lorsque vous déposez votre argent dans une banque congolaise, il y a près de 9 chances sur 10 que cet argent soit conservé sous forme de dollars et non de francs congolais. Et cette préférence pour le billet vert ne concerne pas uniquement l'épargne. Elle s'étend au crédit selon le Fonds monétaire international. Dans sa revue de programme de 2025, 97% des crédits bancaires accordés en RDC sont libellés en devises étrangères. Cette asymétrie crée un risque de change structurel gigantesque. Imaginez un commerçant de Kinshasa qui vend des produits locaux, perçoit ses recettes en francs congolais, mais doit rembourser un prêt bancaire en dollars. Si le franc congolais se déprécie de 20% par rapport au dollar, le montant de sa dette en monnaie locale explose instantanément de 20% sans que ses revenus n'augmentent d'1 centime. Mais pourquoi les Congolais préfèrent-ils massivement le dollar au franc congolais? La réponse se trouve dans l'histoire récente du pays, marquée par des épisodes traumatiques d'hyperinflation.
Entre 1990 et 2000, l'économie congolaise a connu une inflation moyenne annuelle de 2145,4%. Pendant cette décennie apocalyptique, la monnaie nationale a perdu toute crédibilité. Les Congolais ont appris que conserver leur épargne en monnaie locale équivalait à la voir fondre comme neige au soleil. Le dollar américain, stable et reconnu internationalement, est devenu une assurance contre l'effondrement monétaire. La dollarisation congolaise n'est donc pas un caprice. C'est une stratégie de survie historique, forgée dans le feu de l'instabilité monétaire. Et cette stratégie a été renforcée, paradoxalement, par l'État lui-même. En 2001, la Banque centrale du Congo a publié une réglementation qui libéralise explicitement la détention des monnaies étrangères. Je cite, « La détention des monnaies étrangères en RDC est libre ». L'État congolais a lui-même institutionnalisé la dollarisation, reconnaissant implicitement son incapacité à restaurer la confiance dans la monnaie nationale. Cette marginalisation a des conséquences directes sur la capacité de la Banque centrale du Congo à conduire une politique monétaire efficace. Une étude économétrique récente montre que lorsque le taux de dollarisation augmente de 1 point de pourcentage, l'inefficacité de la politique monétaire augmente de 0,57 points. Avec un taux de dollarisation moyen autour de 90%, la Banque centrale du Congo aurait ainsi plus de 50% de probabilité de ne pas parvenir à stabiliser le niveau général des prix. C'est comme si le pilote d'un avion ne contrôlait que 10% des commandes de vol. En cas de turbulence, sa marge de manœuvre est dérisoire. Mais au-delà des statistiques financières, la dollarisation affecte la vie quotidienne de millions de Congolais. Dans les marchés de Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, les prix sont souvent affichés en dollars. Un locataire qui signe un bail le signe presque toujours en dollars. Cette indexation généralisée sur le dollar crée une instabilité permanente pour les ménages et les entreprises, qui vivent au rythme des fluctuations d'une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise. Cette interrogation nous conduit naturellement à explorer une dimension encore plus troublante de cette dépendance structurelle au dollar. Car au-delà des chiffres de la dollarisation bancaire, il existe un paradoxe central qui mine la souveraineté monétaire congolaise. Le pays est l'un des plus grands exportateurs de matières premières du continent africain, générant des milliards de dollars de recettes d'exportation chaque année. Et pourtant, ces devises ne profitent pas à l'économie nationale. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les arcanes du secteur minier congolais et découvrir comment des mécanismes légaux et illégaux privent le pays de sa principale source de stabilité monétaire. La République démocratique du Congo détient un avantage théorique considérable dans sa quête de stabilité monétaire. Elle est une puissance exportatrice nette. Le sous-sol congolais regorge de cuivre, de cobalt, de diamants, d'or et de nombreux autres minerais stratégiques. En théorie, ces devises devraient inonder le marché local, soutenir le franc congolais et permettre à la Banque centrale du Congo d'accumuler des réserves de change robustes. La réalité est tout autre. Pour saisir l'ampleur de cette hémorragie monétaire, il faut examiner le cadre réglementaire qui régit le rapatriement des recettes d'exportation. Le Code minier révisé de 2018 impose des obligations claires aux entreprises minières. Son article 269 stipule que les titulaires de droits miniers doivent rapatrier 60% de leurs recettes d'exportation pendant la phase d'amortissement de leurs investissements. Une fois l'investissement amorti, le taux de rapatriement passe théoriquement à 100%. Mais voilà, entre la loi et son application, il y a un gouffre. Un audit réalisé par la Cour des comptes et rendu public fin 2025 a levé le voile sur l'ampleur systémique de l'évasion des capitaux dans le secteur minier. Les conclusions de cet audit sont accablantes. Sur la période 2018-2023, les entreprises minières ont sous-déclaré environ 16,8 milliards de dollars américains de revenus. Près de 70% des entreprises minières
ne respectent pas les obligations de déclaration prévues par le code minier. Les mécanismes de fraude sont multiples et sophistiqués. Le principal instrument de cette évasion est la manipulation des prix de transfert. Concrètement, une entreprise minière vend sa production de cuivre ou de cobalt à une filiale de négoce, souvent basée en Suisse ou à l'île Maurice, à un prix artificiellement bas, très en deçà du cours mondial. Cette filiale revend ensuite le minerai sur les marchés internationaux au prix réel, empochant au passage une marge colossale qui échappe totalement à la fiscalité congolaise. Les acteurs impliqués dans cette hémorragie ne sont pas des petites entreprises artisanales. Le rapport cite des géants du secteur minier mondial, Tenke Fungurume Mining, contrôlé par le groupe chinois CMOC, Kamoto Copper Company, filiale du géant suisse Glencore, et la joint venture sino-congolaise Sicomine. Bien que certaines de ces entreprises contestent ces chiffres, le manque à gagner pour les réserves de la Banque centrale du Congo est factuel et documenté. L'impact monétaire de cette sous-déclaration est vertigineux. Si ces 16,8 milliards de dollars avaient été rapatriés conformément à la loi, même à hauteur de 60%, cela aurait représenté une injection de plus de 10 milliards de dollars dans le système bancaire congolais sur 5 ans. Pour mettre ce chiffre en perspective, rappelons que les réserves de change de la RDC à fin décembre 2025 s'élèvent à environ 7,9 milliards de dollars, couvrant environ 3 mois d'importation. Avec 10 milliards de dollars supplémentaires, ces réserves auraient pu être multipliées par 2, donnant à la Banque centrale du Congo une capacité d'intervention considérablement renforcée. Le problème ne réside pas uniquement dans le manque de volonté politique ou dans la corruption. Il tient aussi à un déficit structurel de capacité technique. Les rapports du FMI et de la Banque mondiale soulignent régulièrement l'incapacité de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes et accises à contrôler efficacement ces prix de transfert. L'administration congolaise est sous-équipée, sous-formée et sous-financée pour mener ces contrôles de manière systématique. Cette situation crée un cercle vicieux. Faute de rapatriement effectif des devises minières, les réserves de change restent faibles. Faute de réserves suffisantes, la Banque centrale ne peut pas défendre efficacement le franc congolais, ce qui alimente la dépréciation et renforce la préférence des agents économiques pour le dollar. Cette dollarisation elle-même rend la politique monétaire inefficace, empêchant la DCC de lutter contre l'inflation ou de stimuler la croissance. Mais au-delà des questions de rapatriement et de déclaration, il existe une dimension encore plus structurelle à cette dépendance au dollar, la nature même de l'économie congolaise. Car la dollarisation ne se nourrit pas seulement de l'évasion des revenus d'exportation. Elle est aussi alimentée par une demande inélastique de devises étrangères, nécessaire pour importer la quasi-totalité des biens de consommation et des intrants productifs. Pour comprendre pourquoi la RDC ne peut pas simplement interdire le dollar sans provoquer un effondrement économique, il faut analyser la structure profonde de la demande de devises et la dépendance chronique aux importations. La dollarisation congolaise ne serait pas aussi tenace si elle ne reposait que sur la méfiance historique envers la monnaie nationale ou sur l'évasion des revenus miniers. Elle s'enracine également dans une réalité économique brutale. L'économie congolaise souffre d'un déficit chronique de production intérieure. La quasi-totalité des biens manufacturés, une part significative des denrées alimentaires de base et même les intrants nécessaires aux rares industries locales sont importés. Cette dépendance aux importations crée une demande structurelle et incompressible de dollars, quel que soit le taux de change ou les politiques monétaires mises en œuvre. Prenons l'exemple de l'alimentation. Le pays importe massivement du riz, des produits surgelés comme le poisson et la volaille,
de l'huile végétale et du sucre. Ces produits, que l'on retrouve quotidiennement sur les tables congolaises, ne sont pas cultivés ou transformés en quantité suffisante localement. Les quelques tentatives de relance de l'agriculture vivrière se heurtent à des infrastructures défaillantes, à un manque d'investissement et à une insécurité persistante dans certaines régions productives. Résultat, pour se nourrir, le pays doit importer, et pour importer, il faut des dollars. Cette dépendance ne se limite pas à l'alimentation. Même les industries qui produisent localement dépendent d'intrants importés. Les brasseries congolaises importent le malt, le houblon et les bouteilles en verre. Les cimenteries importent le clinker. Les entreprises de télécommunications importent les équipements de réseau. Cette chaîne de dépendance fait que chaque secteur de l'économie génère une demande de devises. Devise. Cette structure crée ce que les économistes appellent une demande inélastique pour le dollar. Quel que soit le taux de change, le pays doit importer pour fonctionner. Si la Banque centrale du Congo tentait de restreindre l'accès aux devises pour forcer l'usage du franc congolais, cela ne réduirait pas la demande réelle de dollars. Au contraire, cela pousserait simplement les importateurs vers le marché parallèle, où le taux de change serait encore plus défavorable, creusant ainsi l'écart entre le taux officiel et le taux de marché noir. Ce mécanisme de transmission, appelé pass-through en langage économique, est particulièrement élevé en RDC. En raison de cette dépendance aux importations, une dépréciation de 1% du franc congolais se traduit quasi immédiatement par une hausse des prix intérieurs. Les commerçants raisonnent en termes de coûts de remplacement. Si la confiance dans la stabilité future du franc congolais est faible, ils intègrent une prime de risque dans le prix affiché. Cette réalité structurelle explique pourquoi les tentatives de dédollarisation forcée ont systématiquement échoué dans l'histoire récente du pays. En janvier 1999, le gouvernement congolais a publié le décret-loi numéro 177 interdisant les transactions en devises étrangères. L'objectif était de restaurer rapidement la souveraineté monétaire en forçant l'utilisation exclusive du franc congolais. Les effets ont été désastreux. L'écart entre le taux officiel et le taux parallèle a explosé. Les dépôts en devises ont fui le système bancaire formel. La demande de devises sur le marché noir a explosé, alimentant une spirale inflationniste. Cette expérience est aujourd'hui citée comme un exemple classique d'échec d'une dédollarisation forcée. Les leçons de cet échec sont claires. On ne peut pas interdire la mémoire collective de l'hyperinflation. On ne peut pas forcer par décret la confiance dans une monnaie qui a trahi ses détenteurs pendant une décennie. Et surtout, on ne peut pas supprimer administrativement une demande structurelle de devises tant que l'économie ne produit pas localement ce qu'elle consomme. Mais cette analyse ne conduit pas pour autant à un fatalisme résigné. D'autres pays, confrontés à des niveaux de dollarisation comparables ou même supérieurs, ont réussi à inverser la tendance sans recourir à la coercition. Pour comprendre comment une dédollarisation graduelle et crédible peut être envisagée, il est indispensable de regarder ce qui a fonctionné ailleurs et ce qui a échoué. Deux exemples nous offrent des enseignements précieux. Le Zimbabwe, qui illustre ce qu'il ne faut surtout pas faire, et le Pérou, qui montre la voie d'une dédollarisation réussie par le marché et la crédibilité institutionnelle. L'histoire économique récente de l'Afrique et de l'Amérique latine offre un laboratoire grandeur nature pour tester les stratégies de dédollarisation. Deux pays, le Zimbabwe et le Pérou, ont emprunté des chemins radicalement opposés face à une dollarisation massive. Leurs trajectoires respectives nous éclairent sur ce qui fonctionne et ce qui mène au désastre. Commençons par le contre-exemple absolu, le Zimbabwe. Après des années d'hyperinflation qui ont pulvérisé la monnaie nationale, le dollar zimbabwéen a été abandonné en 2009 au profit d'un régime multidevises dominé par le dollar américain. En 2024, face à une pénurie chronique de devises et poussé par un désir de restaurer la souveraineté monétaire, le gouvernement de Harare a introduit le ZiG
Zimbabwe Gold, une nouvelle monnaie prétendument adossée à des réserves d'or et de devises étrangères. Le ZiG a été lancé en avril 2024 avec un taux de change de 13,56 ZiG pour $1, soutenu par 2,5 tonnes d'or et 100 millions de dollars de réserves. Les autorités zimbabwéennes ont présenté cette monnaie comme la solution miracle à l'instabilité monétaire chronique. Mais moins de 6 mois après son lancement, le ZiG a perdu plus de 40% de sa valeur. En septembre 2024, la Banque de réserve du Zimbabwe a été contrainte de dévaluer la monnaie de 43%, la faisant passer de 13,56 à 24,4 ZiG pour $1. Au marché parallèle, le taux atteignait 50 ZiG pour $1. La situation s'est encore détériorée dans les mois suivants. En février 2025, le ZiG ne valait plus que 5% de sa valeur initiale sur le marché non régulé, malgré une hausse de 24% du prix de l'or pendant la même période et plus de 400 millions de dollars dépensés par la Banque centrale pour soutenir la monnaie. L'inflation mensuelle en termes de ZiG atteignait 37,2% en septembre 2024, contre seulement 0,7% en dollars. Les résultats de cette approche ont été catastrophiques. L'économie s'est immédiatement souterrainisée. Les transactions en dollars ont continué, mais au marché noir. Les importateurs, ne pouvant plus accéder légalement aux devises, ont cessé d'importer, créant des pénuries massives. Même des agences gouvernementales ont perdu confiance. Le Grey Marketing Board a payé les agriculteurs entièrement en dollars et les fonctionnaires ont reçu leurs primes annuelles en dollars plutôt qu'en ZiG. Le cas zimbabwéen révèle une leçon cruciale. Avoir de l'or dans les coffres ne suffit pas si le marché ne croit pas à la véracité des réserves et si la discipline budgétaire est absente. Le ZiG a échoué non pas parce qu'il était adossé à l'or, mais parce que le gouvernement a continué ses dépenses excessives et sa monétisation des déficits. L'or ne peut protéger une monnaie que si la gestion fiscale et monétaire est transparente et rigoureuse. À l'opposé de ce modèle répressif, le Pérou offre un exemple inspirant de dédollarisation réussie. Au début des années 2000, le Pérou était l'un des pays les plus dollarisés au monde. Plus de 80% des dépôts bancaires et des crédits étaient libellés en dollars américains. Pourtant, en l'espace de 2 décennies, le Pérou a ramené son taux de dollarisation à moins de 30%, sans jamais interdire le dollar ni convertir de force les comptes bancaires. Comment le Pérou a-t-il réalisé cet exploit ? La stratégie reposait sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier était l'ancrage macroéconomique absolu. La Banque centrale de réserve du Pérou a adopté un régime de ciblage d'inflation strict avec un objectif de 2% à 3% d'inflation annuelle. Cette discipline a été maintenue pendant des années, reconstruisant progressivement la confiance. Parallèlement, l'État péruvien a assaini ses finances publiques, dégageant des excédents budgétaires et ramenant la dette publique sous les 30% du PIB. Le deuxième pilier était une politique prudentielle ciblant spécifiquement le risque de dollarisation. La Banque centrale a imposé des réserves obligatoires beaucoup plus élevées sur les dépôts en dollars que sur les dépôts en sol, la monnaie nationale. Cette asymétrie rendait la collecte de dépôts en dollars coûteuse pour les banques. De plus, les crédits en dollars accordés à des emprunteurs non couverts contre le risque de change ont été soumis à des provisions supplémentaires et des pondérations en capital plus lourdes. De plus, le troisième pilier était le développement d'un marché de dette publique profond en monnaie locale. L'État péruvien a émis des obligations en sol avec des maturités longues allant jusqu'à 20 et 30 ans. Ces titres ont créé une courbe des taux de référence permettant aux banques et aux investisseurs institutionnels de disposer de placements sûrs et liquides en monnaie nationale. L'épargne longue a progressivement basculé du dollar vers le sol. Les résultats de cette stratégie ont été spectaculaires.
Entre 2001 et 2009, la dollarisation des crédits et des dépôts au Pérou a reculé d'environ 25 points de pourcentage. Ce recul s'est poursuivi dans les années suivantes sans aucune contrainte autoritaire. La dédollarisation s'est faite par choix rationnel des agents économiques. L'applicabilité du modèle péruvien à la RDC soulève des questions. Le Pérou bénéficiait d'institutions politiques relativement stables, d'une administration fiscale compétente et d'un marché financier déjà développé. La RDC présente des fragilités institutionnelles plus marquées. Néanmoins, les principes fondamentaux restent applicables. Stabilité macroéconomique durable, politique prudentielle asymétrique et développement d'instruments financiers attractifs en monnaie locale. Mais ces principes peuvent-ils être mis en œuvre concrètement en RDC ? Quels sont les leviers disponibles ? Et quelles sont les limites de l'action de la Banque centrale du Congo face à une dollarisation aussi enracinée ? Pour répondre à cette question, il faut analyser les mesures récentes prises par les autorités monétaires congolaises et évaluer leur efficacité sur le terrain. L'année 2024 a marqué un tournant dans la stratégie de dédollarisation de la République démocratique du Congo. Les autorités monétaires, conscientes de l'impasse créée par une dollarisation à plus de 90%, ont déployé une série de réformes réglementaires et incitatives. Ces mesures, bien que timides par rapport aux défis structurels, ont produit des résultats mesurables. La mesure la plus visible a été l'instruction de la Banque centrale du Congo de juin 2024, obligeant les commerçants et institutions financières à paramétrer leurs terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais. Cette obligation, entrée en vigueur le 31 juillet 2024, visait à casser la dollarisation transactionnelle dans le commerce formel. Un an après sa mise en œuvre, les résultats de cette mesure sont mitigés. D'un côté, on observe effectivement une augmentation des transactions électroniques en francs congolais, qui atteignent environ 33% des volumes dans les réseaux formels. D'un autre côté, cette mesure se heurte à des stratégies de contournement. De nombreux commerçants ont maintenu une double comptabilité ou ajusté leurs prix en francs congolais en appliquant des taux de change défavorables aux consommateurs. Surtout, la mesure ne s'attaque qu'au dernier kilomètre de la chaîne de valeur. Tant que le grossiste importateur exige d'être payé en dollars, le détaillant continuera de percevoir le franc congolais comme une monnaie de passage. Parallèlement, la Banque centrale du Congo a ajusté sa politique de réserves obligatoires pour rendre la collecte de dépôts en dollars plus coûteuse pour les banques. Cependant, ce mécanisme se heurte à une contrainte, le manque de profondeur du marché financier en monnaie locale. Les banques congolaises ont peu d'opportunités de placement attractifs en francs congolais. Le marché des bons du Trésor existe, mais il reste dominé par des maturités très courtes et un marché secondaire quasi inexistant. Sur le front macroéconomique, les résultats de la politique monétaire restrictive menée par la BCC sont indéniables. L'inflation, qui avait atteint 23,8% fin 2023, est tombée à 2,27% en décembre 2025. Cette désinflation spectaculaire constitue une victoire technique majeure. Le franc congolais a connu une appréciation remarquable de 30,44% sur le marché interbancaire et de 24,09% sur le marché parallèle par rapport à fin 2024. Les réserves internationales ont atteint 7,89 milliards de dollars fin décembre 2025, couvrant environ 3 mois d'importation. Mais cette stabilité macroéconomique se traduit-elle par une baisse de la dollarisation ? C'est là que les données deviennent plus nuancées. Fin novembre 2025, 87,6% des dépôts bancaires demeuraient en devises, contre environ 90% un an plus tôt. Cette baisse de 2 à 3 points de pourcentage, bien que positive, reste très modeste. Ce phénomène d'inertie, appelé hystérèse en économie, est bien documenté. Une fois qu'une économie est dollarisée,
La simple amélioration des fondamentaux macroéconomiques ne suffit pas à restaurer immédiatement la confiance. Les agents économiques attendent des preuves répétées et durables de stabilité avant de modifier leur comportement. Face à ce constat, une nouvelle stratégie commence à émerger en ce début 2026. Le 8 janvier 2026, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamezo, a confirmé le lancement d'un projet ambitieux, la constitution de réserves d'or monétaires. Je cite, « Nous sommes dans ce processus-là et nous allons le concrétiser au cours de l'année 2026. » Cela fait partie de la stratégie de la Banque centrale du Congo, pouvoir diversifier ses réserves en utilisant l'or monétaire, ce qui est d'ailleurs la tendance de toutes les banques centrales dans le monde aujourd'hui. Cette annonce n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une tendance mondiale observée depuis 2022, où les banques centrales, particulièrement celles des marchés émergents, accumulent massivement de l'or pour se protéger contre la volatilité du dollar. La Chine a ajouté 225 tonnes d'or à ses réserves en 2023. La Pologne a doublé ses réserves d'or entre 2018 et 2023. La Turquie détient désormais 27% de ses réserves en or. Pour la RDC, ce projet pourrait offrir une double protection. D'une part, l'or présente une corrélation inverse avec le dollar. Lorsque le billet vert perd de la valeur, l'or s'apprécie, compensant ainsi les pertes. D'autre part, l'or est un actif sans contrepartie qui ne peut être gelé par une décision politique étrangère, contrairement aux réserves en dollars ou en euros. Mais ce projet se heurte à un paradoxe fondamental que nous avons déjà identifié. La RDC produit l'or, mais ne le possède pas. La mine de Kibali, l'une des plus grandes d'Afrique, et les gisements artisanaux produisent des tonnes d'or chaque année. Pourtant, cet or quitte le pays sans alimenter les réserves nationales. La question cruciale devient alors, comment la BCC peut-elle constituer cette réserve d'or si l'or congolais continue de s'évaporer vers l'étranger par les mêmes canaux que les revenus miniers de cuivre et de cobalt ? Une étude économétrique récente sur la dédollarisation en RDC confirme qu'une augmentation mesurable de l'usage du franc congolais dans les paiements a été observée, ainsi qu'une baisse du passe-through du taux de change à l'inflation à partir du deuxième trimestre 2024. Le coefficient de transmission aurait baissé d'environ 40% dans les simulations. Cependant, lorsque les chercheurs projettent ces tendances à long terme, jusqu'en 2050, en supposant une application stricte et durable des réformes monétaires, accompagnée d'un développement du marché de titres en francs congolais, leurs simulations montrent que la baisse durable de la dollarisation serait d'environ 9,5 points de pourcentage seulement. Même dans le scénario optimiste, la RDC passerait d'un taux de dollarisation de 90% à environ 80%. Le pays resterait structurellement bimonétaire. Ces projections nous ramènent à une réalité incontournable. La dédollarisation ne se décrète pas, elle se construit sur plusieurs générations. Elle exige non seulement des politiques monétaires et prudentielles cohérentes, mais aussi une transformation profonde de la structure productive de l'économie. Tant que la RDC dépendra massivement des importations et que le secteur minier évacuera ses devises hors du pays, le franc congolais restera une monnaie secondaire. Cette analyse des leviers disponibles et de leurs limites nous conduit naturellement à poser une question plus radicale, celle du risque systémique. Au-delà des débats techniques sur les taux de dollarisation et les politiques prudentielles, la vraie menace pour l'économie congolaise réside dans sa vulnérabilité extrême au choc affectant le dollar américain. Que se passerait-il si le dollar s'effondrait brutalement ? Que deviendrait l'économie congolaise dont le système bancaire, les prix, les contrats et l'épargne dépendent presque exclusivement d'une monnaie émise et contrôlée à des milliers de kilomètres de Kinshasa? Et dans ce scénario catastrophe, l'or pourrait-il vraiment servir de bouée de sauvetage ? La dollarisation massive de l'économie congolaise ne pose pas seulement un problème de souveraineté monétaire.
elle expose le pays à un risque systémique majeur, la vulnérabilité au choc affectant le dollar américain. Cette vulnérabilité, souvent sous-estimée dans les débats publics, pourrait transformer l'économie congolaise en un château de cartes susceptible de s'effondrer brutalement en cas de crise monétaire mondiale. Pour comprendre ce risque, il faut d'abord saisir que le dollar américain n'est pas une monnaie stable par nature. Sa valeur fluctue en fonction des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, des dynamiques de la dette publique américaine, des tensions géopolitiques et des cycles économiques mondiaux. La dette publique américaine a dépassé 36 000 milliards de dollars début 2026, soit plus de 120% du PIB américain. Certains économistes avertissent que cette dette croissante pourrait à terme éroder la confiance dans le dollar. Pour la RDC, les conséquences d'un tel choc seraient dévastatrices. Imaginons un scénario où le dollar perd 40 à 50% de sa valeur par rapport aux autres devises mondiales en l'espace de quelques mois. Les dépôts bancaires congolais, libellés à 90% en dollars, perdraient instantanément la moitié de leur pouvoir d'achat international. L'épargne des ménages s'évaporerait. Les entreprises feraient face à une explosion du coût des importations, car les fournisseurs étrangers exigeraient d'être payés dans d'autres devises plus stables. Pire encore, le système bancaire congolais entrerait en crise de liquidité immédiate. Les banques, dont les passifs et les actifs sont en dollars, ne disposeraient d'aucune couverture contre ce choc. La Banque centrale du Congo, qui n'émet pas de dollars, serait incapable de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Elle ne pourrait pas injecter des dollars dans le système pour éviter une panique bancaire. Les guichets bancaires seraient pris d'assaut par des déposants cherchant à retirer leurs fonds. C'est précisément face à ce scénario que la stratégie de constitution de réserves d'or prend tout son sens. L'or offre théoriquement une couverture mécanique. Historiquement, lorsque le dollar perd de la valeur, le prix de l'or augmente. Entre 2001 et 2011, alors que le dollar se dépréciait, l'or est passé de 262 $ l'once à plus de 1900 $, soit une multiplication par 7. En 2020, face à l'injection massive de liquidités par la Fed durant la pandémie, l'or a atteint un record historique de 2067 $ l'once en août. Fin 2024, l'or s'établissait autour de 2070 $, ayant gagné 27% sur l'année. Si la Banque centrale du Congo détenait une réserve substantielle d'or physique, une chute du dollar serait automatiquement compensée par la revalorisation de son stock d'or. Le bilan national resterait équilibré. C'est la logique qui pousse actuellement de nombreuses banques centrales à accumuler de l'or. La Chine, la Russie, la Turquie et même des pays européens, comme la Pologne, diversifient leurs réserves. Mais cette protection théorique se heurte à plusieurs réalités pratiques en RDC. Premièrement, l'expérience récente du Zimbabwe avec le ZiG nous enseigne qu'avoir de l'or dans les coffres ne suffit pas. La monnaie zimbabwéenne adossée à l'or a perdu 95% de sa valeur en moins d'un an, malgré des réserves d'or officielles. Pourquoi ? Parce que le marché ne croyait pas à la véracité des réserves annoncées et que le gouvernement a continué à monétiser ses déficits. L'or ne protège que si la gestion est transparente et disciplinée. Deuxièmement, pour que l'or serve efficacement de couverture, la BCC doit pouvoir y accéder rapidement en cas de crise. Or, le mécanisme actuel d'évasion des capitaux miniers s'applique également à l'or. La production aurifère congolaise, estimée à environ 30 à 40 tonnes par an entre production industrielle et artisanale, quitte le pays sans que l'État puisse en capter une fraction significative. Kibali, la plus grande mine d'or du pays, exporte directement sa production. L'or artisanal emprunte souvent des circuits de contrebande vers l'Ouganda, le Rwanda ou le Burundi. Pour constituer une réserve d'or forte, la BCC devrait donc devenir l'acheteur exclusif ou prioritaire de la production nationale.
Cela nécessiterait d'obliger les entreprises minières à vendre une part de leur production d'or à la Banque centrale au prix du marché, en francs congolais. Cette mesure créerait une demande massive et structurale pour la monnaie nationale. Les miniers devraient vendre leurs dollars pour acquérir les francs nécessaires au paiement de cette redevance en nature. Une deuxième approche consisterait à racheter l'or artisanal directement aux mineurs, en leur payant un prix juste en francs congolais. Actuellement, les mineurs artisanaux vendent leur or à des comptoirs qui l'exportent illégalement. Si la BCC offrait un prix compétitif et un système transparent, elle pourrait capter cette production gratuite. Pour le pays, puisque extraite localement sans dépenses en devises étrangères. Troisièmement, la protection offerte par l'or ne fonctionne que si la réserve est suffisamment importante par rapport aux engagements en dollars. Avec 87,6% des dépôts bancaires en dollars, environ 13,8 milliards de dollars sur 15,7 milliards, il faudrait à la BCC une réserve d'or d'une valeur colossale pour couvrir ne serait-ce qu'une fraction significative de cette exposition. À 2070 $ l'once, couvrir 20% des dépôts en dollars nécessiterait environ 2,8 milliards de dollars d'or, soit environ 1 350 tonnes d'or. C'est 40 fois la production annuelle du pays. Un terme, cette arithmétique brutale révèle une réalité. L'or ne peut pas être une solution miracle à court terme. Il doit faire partie d'une stratégie de long terme combinée avec d'autres mesures. Rapatriement effectif des revenus miniers, développement de la production locale pour réduire les importations et discipline macroéconomique absolue pour restaurer la confiance dans le franc congolais. Néanmoins, même modeste, une réserve d'or offrirait à la RDC une marge de manœuvre psychologique et financière qu'elle n'a pas aujourd'hui. Elle enverrait un signal fort au marché et à la population. Le Congo possède un actif tangible, physique, qui ne peut être gelé par une décision politique étrangère. Dans un contexte géopolitique incertain, où les sanctions financières et le gel des avoirs sont devenus des armes courantes, cette dimension de souveraineté absolue de l'or n'est pas à négliger. Ce double défi, à la fois technique et stratégique, nous ramène à une question fondamentale. Que peut faire concrètement la RDC, au-delà des réformes monétaires et de la constitution de réserves d'or, pour sortir de cette dépendance structurelle? Quelle politique publique, quelles réformes fiscales et minières, quels leviers de transformation économique peuvent être mobilisés pour construire, sur le long terme, une économie moins vulnérable aux caprices d'une monnaie étrangère et réellement protégée par ses propres ressources naturelles? Au terme de cette analyse approfondie, une conclusion s'impose avec la force de l'évidence. La dédollarisation de la République démocratique du Congo n'est ni impossible ni rapide. C'est un projet de génération qui exige une reconstruction patiente de la confiance, une transformation structurelle de l'économie et une cohérence politique maintenue sur plusieurs décennies. Les données que nous avons examinées montrent que la RDC a amorcé en 2024 et 2025 un virage monétaire timide mais mesurable. L'inflation a été maîtrisée, tombant à 2,27% en décembre 2025. Le franc congolais s'est apprécié de plus de 24% sur le marché parallèle. Les réserves de change atteignent 7,89 milliards de dollars. Les paiements électroniques en francs congolais progressent. Ces signaux positifs ne doivent pas être minimisés. Mais ces progrès restent fragiles. Le taux de dollarisation des dépôts et des crédits bancaires demeure supérieur à 87%. Les réformes administratives se heurtent à des stratégies de contournement. Le secteur minier continue d'évacuer des milliards de dollars hors du pays. L'économie reste structurellement dépendante des importations. Et surtout, la mémoire collective de l'hyperinflation continue d'ancrer la méfiance envers la monnaie nationale. Le projet de constitution de réserve d'or annoncé par la BCC début 2026 ouvre une nouvelle voie. L'or offre une protection théorique contre un effondrement du dollar et renforce la souveraineté monétaire.
Mais comme l'a montré l'échec du ZiG au Zimbabwe, l'or ne peut protéger une économie que si la discipline budgétaire et monétaire est absolue, si les réserves sont vérifiables et transparentes, et si la production aurifère nationale est effectivement captée par la Banque centrale. Pour que cette stratégie fonctionne, la RDC doit actionner simultanément plusieurs leviers. Le premier est fiscal et minier. Obliger les entreprises minières à payer leurs impôts, taxes et redevances exclusivement en francs congolais et exiger une part de la production aurifère en nature. Cette mesure créerait une demande massive pour la monnaie nationale et forcerait le rapatriement des devises. Le deuxième levier est la lutte contre l'évasion des capitaux. L'audit de la Cour des comptes a révélé 16,8 milliards de dollars de sous-déclaration entre 2018 et 2023. Renforcer les capacités techniques de l'administration fiscale et douanière pour contrôler les prix de transfert n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Chaque dollar rapatrié renforce les réserves de change et la crédibilité du franc congolais. Le troisième levier est le développement d'un marché financier profond en monnaie locale. L'État doit émettre des obligations souveraines à long terme avec des maturités de 10, 20 ou 30 ans, créant ainsi une courbe des taux de référence. Pour protéger l'épargne contre l'inflation résiduelle, des obligations indexées peuvent être introduites. Ce marché permettrait aux banques de placer leurs liquidités en francs, réduisant leur dépendance aux dépôts en dollars. Le quatrième levier, souvent négligé mais absolument crucial, est la transformation de la structure productive. La dédollarisation ne sera jamais complète tant que le pays importera la quasi-totalité de ce qu'il consomme. Une politique industrielle ambitieuse de substitution aux importations doit être mise en œuvre, en priorité dans l'agro-industrie. Chaque dollar économisé sur les importations alimentaires est un dollar gagné pour la stabilité monétaire. Les expériences internationales nous enseignent que la dédollarisation ne se décrète pas par la force. Le Zimbabwe a tenté la coercition et s'est effondré 2 fois. Une première fois en 2009, une seconde fois en 2024 avec le ZiG. Le Pérou a choisi la crédibilité et a réussi. La leçon est claire. Pour convaincre les agents économiques d'abandonner le dollar, il faut leur offrir une alternative crédible, stable et rentable en monnaie locale, renforcée par des actifs tangibles comme l'or. Nous voici arrivés au terme de cette plongée dans les arcanes de la dollarisation congolaise. Une question demeure, suspendue dans l'air. Sommes-nous, en tant que Congolais, prêts à accepter que notre souveraineté monétaire dépende des décisions prises à Washington par la Réserve fédérale américaine? Sommes-nous prêts à vivre sous la menace permanente qu'un choc sur le dollar, provoqué par des événements sur lesquels nous n'avons aucune prise, puisse anéantir du jour au lendemain l'épargne de nos ménages, paralyser notre système bancaire et plonger notre économie dans le chaos? La dédollarisation n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas un projet idéologique déconnecté des réalités économiques. C'est une nécessité stratégique pour la résilience de notre économie. Mais elle exige de nous un changement profond de mentalité. Elle exige que nous cessions de voir le franc congolais comme une monnaie de seconde zone, bonne uniquement pour les petites transactions informelles, et que nous commencions à le considérer comme l'instrument de notre souveraineté collective, soutenu par la richesse tangible de notre sous-sol. Elle exige aussi que nos dirigeants politiques et nos responsables de la Banque centrale fassent preuve de discipline, de cohérence et de vision à long terme. La tentation est grande, face aux pressions budgétaires, de céder à la facilité et de monétiser les déficits. Mais c'est précisément cette discipline, maintenue année après année, qui distingue les pays qui ont réussi leur dédollarisation de ceux qui ont échoué. Le projet de constitution de réserve d'or annoncé par la BCC est un premier pas dans la bonne direction. Mais sans assainissement du secteur minier, sans lutte féroce contre la fraude et les prix de transfert, sans captation de la production aurifère nationale, ce projet risque de rester une illusion.
l'or congolais continuera de sécuriser les banques suisses ou chinoises plutôt que l'épargne des Congolais. Alors, posons-nous collectivement cette question. Voulons-nous vraiment être maîtres de notre destin monétaire ou acceptons-nous de rester des locataires monétaires dans notre propre pays? Sommes-nous prêts à exiger de nos dirigeants qu'ils transforment les tonnes d'or qui quittent chaque année le pays en un bouclier réel contre l'instabilité mondiale plutôt qu'en une richesse fantôme qui enrichit d'autres nations? La réponse à cette question déterminera la trajectoire économique de la RDC pour les décennies à venir. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention cette analyse approfondie. La complexité du sujet ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous inciter à approfondir notre compréhension, à exiger la transparence de nos institutions et à participer activement au débat public sur l'avenir monétaire de notre nation. Nous vous invitons à partager cette émission, à en discuter avec vos proches, à interroger vos représentants et à nous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition d'Inside News Review où nous continuerons à décrypter les enjeux qui façonnent le Congo de demain. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.